Et avant peut-être de continuer, un petit mot sur ce qu'est le monde de l'Austronésie, enfin le monde des Austronésiens. Alors il y a des grandes luttes, hein, des querelles. Je ne suis pas du tout là-dedans, je ne suis pas linguiste. Il y a des linguistes qui travaillent spécifiquement là-dessus. Je vais nommer Laurent Sagard. Laurent Sagard, qui est un monsieur qui travaille sur la Chine. Il a d'ailleurs, avec William Baxter, fait reconstituer le chinois ancien. Et il travaille entre la botanique et il est surtout linguiste. Alors, entre autres, en face, il y a Michel Ferlus et bien d'autres, hein. Même Raleigh n'est pas d'accord avec Sagard. Bon, en fait, tout ça, il faut attendre que le temps passe, qu'on découvre plus de choses. Mais l'hypothèse de Laurent Sagard, c'est que de toute façon, c'était un groupe ethnique qui était un cultivateur de millet, probablement, vers l'embouchure du Yangtze-Kiang, et qui va glisser le long des côtes, Futian et Guangdong, le cantonais, et qui vers 4005-4000 vont venir sur Taïwan. Monsieur Audricourt disait toujours par vague. Ce n'est pas un seul bloc, c'est par vague dans le temps. Et puis, pendant très longtemps, on disait que c'était de Taïwan qu'ils étaient repartis vers les Philippines, l'Indonésie, Madagascar, bien évidemment, et tout le Pacifique, Mélanésie, Polynésie, etc. Et puis, c'est d'ailleurs le travail de ce LTP. Et puis, en fait, aujourd'hui, que c'est un peu plus approfondi, on connaît Taïwan. Et au sud de Taïwan, il y a une petite île qui s'appelle l'île des Orchidées, où habitent ce que les Japonais appelaient les Yami, mais qui s'appellent en fait les Tao, les hommes, hein. En austronésien, Tao, ce sont les hommes. Alors, eux, leur langue est très proche des îles Batan, des Philippines, hein, très très proche. Et mon Puyoma, pas mal non plus. Ce qui fait qu'en fait, pour Laurent, je ne voudrais pas déformer ce qu'il a fait. Pour Laurent, il serait reparti de Taïwan parce que ce qu'il a créé, Laurent, c'est le Thaï, Kadai et austronésien. Vous voyez, les sociétés thaï et austronésiennes, donc ce qu'il appelait le Stan, je crois. Donc, serait reparti. Et là-bas, ça aurait donné naissance en gros au Thaï, et c'est ce qu'on retrouve un petit peu plus loin chez les Pouilles, etc. Mais complètement disparu, acculturé du côté du Futian et du cantonais, ça n'existe plus. Ferlus est différent. Michel Ferlus, il dit que donc ils sont arrivés vers 4005. Il y a Bellwood aussi, hein, l'ouvrage monumental qui n'est pas gros mais serré de Bellwood, qui est australien. Seraient arrivés par vague à Taïwan, ils y seraient restés, et d'autres groupes du cantonais seraient arrivés sur les Philippines. Donc ça nous fait deux groupes. Et c'est la raison pour laquelle les langues de Formose, toutes les langues de Formose, eh bien on parle de conservatoire. Parce qu'en effet, ils sont restés là pendant plus... C'est le trou de 1000 ans de Bellwood. Il y a un trou là où ils ne bougent pas apparemment. Et c'est du camp des Philippines qui serait revenu sur le cantonais, parce que c'est vrai qu'entre Bénédicte en 42, Paul Bénédicte en 42 avait déjà fait le lien entre le Thaï Kadai et l'austronésien. Je parle de langue là, hein, bien sûr. Et donc serait reparti sur la côte, aurait migré vers l'intérieur, mais aurait complètement disparu dans le cantonais. Et serait reparti non pas de Taïwan au départ, parce que ceux de Taïwan et Formosan se sont isolés quelque part. Alors que ceux des Philippines, ils ont appris le bateau à balancer, et c'est eux qui seraient repartis des Philippines vers le reste de l'Austronésie, enfin l'Indonésie, Madagascar et le fond. Donc, on en est là, les gens ne sont pas d'accord, mais on approche quand même de quelque chose qui fait sens aujourd'hui, et ils se mettront certainement, j'espère qu'ils vont vivre très vieux,
parce qu'ils sont déjà tous au-delà de 60 ans, à se mettre d'accord pour qu'on sache vraiment. Mais c'est incontournable aujourd'hui. Ils sont venus des côtes sud de Chine, n'y sont pas restés, ont migré et sont repartis vers le Pacifique. Et justement, ça me permet de prendre, c'est au moment où j'arrive au LACEMA, il y a une opération de recherche qui s'appelle le lexique thématique plurilingue, qui est en route. Une collègue est en charge de ce lexique et il y a un certain nombre, donc vous regarderez, je crois qu'il y a 12 chercheurs qui sont impliqués là-dedans et qui doivent donc, qui travaillent là-dessus depuis un certain temps, ils ont défini des termes, il y en a un petit peu plus de 900, des termes de base pour pouvoir suivre justement vers le Pacifique. Et là, moi quand j'arrive, les fiches des collègues sont une fois de plus, non pas dans des tiroirs, mais dans des caisses, des boîtes à chaussures. Je reviens toujours à mes petites fiches du début de ma vie. Après ça, je vais dans les musées, ce sont des petites fiches, et là, je retrouve des fiches dans des boîtes de chaussures. Et on me donne un Mac, et on me dit « saisis ». Ah, mais ça veut dire quoi, saisir ? Il faut que de boîte à chaussures, ça passe dans l'ordinateur. Ah, miracle! Boîte à chaussures passe dans l'ordinateur. Ça ne s'est pas fait? Si, ça c'est sûr. Donc en fait, comme je ne suis pas très bonne non plus en ordinateur, je ne connais pas du tout l'informatique, une fois de plus, c'est Gérard qui s'y est mis et qui a fait la base de données sur le Mac, bien sûr, et qui ensuite, bien sûr, a fait, parce qu'il y avait une contrainte, c'était un mot, une page. Il y avait une contrainte. Donc c'est lui qui a fait tout cela. D'ailleurs, il a été remercié dans la préface. Et là, j'ai pu saisir. J'ai pu faire passer mes fiches de mes boîtes à chaussures dans un ordinateur. Et donc, c'est ce qui a été publié, que vous avez vu, donc, dans 2 gros volumes, le lexique thématique plurilingue. Et c'est un très bon travail, parce qu'il y a là, justement, je crois que c'est 32 langues, 2 de Taïwan, donc le conservatoire, et qui part jusqu'à Timor et Samba, avec Henri Campagnolo, je crois, qui travaille là-dessus. Et donc, chaque page est un terme, est un mot. Donc, il a fallu quand même faire ça. Et j'avais été collée à la saisie. Donc, ça, c'est un travail peu connu, je crois, mais qui est quand même très important pour voir les variantes des phonèmes. Les variantes des phonèmes. Et c'est vrai que quand je rencontre des Tagalogs et que je leur dis Mata, Rima, etc., et tout de suite, ils comprennent, on peut compter ensemble. Donc, le Puyuma, alors, toutes les populations d'après Laurent Sagard ne seraient pas repassées sur la Chine. Donc, entre autres, justement, mes Puyuma. Et moi, le mythe d'origine, l'ancêtre arrive par la plage. Il arrive par la mer, sur la plage. Ils sont là. Donc, certainement, c'est les mouvements du Guangdong. Ils sont arrivés aux Philippines, ils sont remontés aux Orchidées, et il y a la Nu, et ils sont arrivés dans le sud de Taïwan, en polluant à peu près, peut-être un peu, ce que j'ai retrouvé dans mes textes rituels. Ça, c'est fabuleux aussi de retrouver les termes d'origine. Donc, donc, je travaille sur ce lexique qui va être publié beaucoup plus tard, je crois en 97 seulement, parce que c'est très long. C'est très long. Puis on continue à amasser les fiches quand même. Moi, on me donne des fiches qu'il faut que je saisisse, comme on disait à l'époque. Et puis, quand j'ai publié Archipel, je pense que c'est là, mais je ne suis pas très sûre, j'ai dû parler des classes d'âge. Je suis certaine, je devrais relire l'article, je devrais relire Coquelin. Il y a les africanistes, spécialistes des systèmes d'âge, qui m'appellent, Anne-Marie Patrick, Serge Tornez, sont les grands spécialistes je dis bien système, classe d'âge si vous voulez, mais système, parce que ça fait système. Et là, ils m'appellent et ils me disent, mais c'est extraordinaire, vous avez des classes d'âge. J'ai dit oui. J'étais en train de travailler dessus, j'étais en train d'essayer de décortiquer tout ça, d'analyser mes notes. Ils me disent, mais il faut venir nous voir, parce que pour nous, c'est tout nouveau de voir ça en Asie. Après, on sait qu'il y en a eu à Bornéo, mais il faut faire la différence entre ce qui est, comme chez moi, ce dont je vais parler tout à l'heure pour Mangayao, des classes d'âge régimentaires au service d'un chef. C'est pas du tout mon cas.
Moi, c'est un système qui va englober la société, donc ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est ça qui intéressait les africanistes, les Maasai entre autres, et en Éthiopie pour Serge Tornet. Donc j'arrive à Nanterre. Moi, je dis toujours qu'une société, on ne peut l'étudier que dans la globalité, j'ai peut-être tort, et on ne travaille bien qu'avec les autres. Ce sont les autres qui nous aident, qui nous poussent ou qui nous tirent, je ne sais pas, pour mieux comprendre souvent nos matériaux. Donc quand je suis arrivée chez Monsieur Audricourt, il était de néocolonialiste parce qu'il travaillait en Afrique. Bon, qu'importe, il travaille très bien, hein, très très bien. Donc j'ai participé à l'opération de recherche, ce qui a été aussi bienvenu, et le LACEMA, où il y avait quand même une grande dynamique, bien plus grande qu'au CACSPI. Donc en parallèle de cela, depuis 89, donc même si je quitte le CACSPI et Jacques Lemoine, il y avait quelqu'un qui était dans ce labo, mais qui est de l'EFEO, hein, Jan Logaway, qui est américain d'origine, mais il vit en France, il a épousé une Française. Aujourd'hui, il est à Hong Kong définitivement, ou quasi. D'ailleurs, lui aussi, il habite à côté. Quand il est en France, il habite à côté. Et John lance une opération de recherche sur la ritualité. Et ça me fascine, bien sûr. Donc il me dit, veux-tu participer? Je lui dis, oui, bien sûr. Et je participe, et ça a été l'article qui a été publié dans le BFO sur la ritualité. Donc John a fait tout ce gros numéro comportement rituel et corps social en Asie. Tout ce gros numéro auquel je participe. J'ai fait un énorme article dedans qui plaisait. Et là, ce qui m'a permis de bien montrer que la ritualité était séparée en deux. On va revenir au chamanisme. Il y avait les rites communautaires qui englobaient la société, qui concernaient la société et qui étaient effectués, accomplis par les officiants mâles. Donc, Temamatao, Chetiam. Et puis, il y avait tous les rituels individuels qui concernent l'ego et qui étaient faits par les chamans. Donc déjà, il y avait une ritualité bien, bien spécifique pour chacun des officiants. Donc ça, j'ai travaillé sur l'espace, le temps, etc. Ça me fascinait. Donc John a publié ça dans le BFO. Il appartenait à l'EFEO, donc je pense que ça a été plus facile pour lui que pour d'autres. Et puis, John lance, dès que ça s'est terminé, John est un gros travailleur, il lance une autre opération de recherche sur le genre. Diantre, le genre. Ça aussi, ça m'intéresse, moi, mes femmes. Et il attaque, alors je ne sais pas, en 91, 92. Donc on lance, on appellerait ça aujourd'hui des flyers, des appels dans les labos qui veut travailler sur le genre. Et il y avait les Gender Studies aux États-Unis, c'était assez bien documenté d'ailleurs. Mais au bout de 4... Alors on a une quinzaine de 16, 17 personnes qui s'inscrivent. On fait les premières réunions. Bon, ça va s'étioler avec le temps, hein, bien sûr. On restera à 10. Et puis, au bout de 4-5 réunions, tous les mois ou tous les 2 mois, je ne peux pas me souvenir, John me dit moi, je ne peux pas continuer, j'ai autre chose à faire. Je veux reprendre ma recherche. Ma recherche est trop prégnante, je ne veux pas rester. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Josiane, veux-tu le faire? Ah ben, je lui dis, je veux bien. Moi, ça m'intéresse. Donc, j'ai pris la direction de cette opération-là. Et puis, il a fallu guider. Et là encore, c'est une autre aventure. C'est une autre aventure parce qu'il y a 10 chercheurs. Donc, guider 10 collègues, les réunir, déjà définir notre sujet. Il fallait qu'on flèche notre sujet. C'est ce qui va donner lieu à l'énigme conjugale. Ça aussi, on a fait 4 ou 5 réunions pour avoir le titre de l'ouvrage. Là, il y avait donc déjà définir l'angle de travail. C'est quoi le genre? On va travailler sur quoi? Donc, on définit le tournant du mariage. Là, ça y est, c'est fléché. Bon, on a peut-être mis 1 an ou 2 à se définir ça, et puis après, bon, les réunions qui continuent, les articles qui vont arriver, qui sont lus par les collègues, etc., etc., avec des choses assez différentes. Certains ont travaillé dans les textes, donc on fait des histoires de vie. Moi, j'ai travaillé en tant qu'anthropologue, on est 2, je crois, anthropologues dans ce travail. Bon, donc on démarre vers 91-92, mais c'est publié en 2000. Hein, donc c'est par le CNRS de Clermont avec une très belle postface de Suzanne Lallemand.
Donc ça, je mène ça en parallèle. Je travaillais beaucoup quand même. Je reconnais qu'il fallait être sur plusieurs fronts, mais je ne quitte pas mes Puyuma de vue, parce que là aussi, c'est sur mes Puyuma, bien évidemment. J'ai essayé de travailler sur les variations du mariage des alliances à Puyuma. Donc, je peux dire que... donc, j'ai parlé des Austronésiens. Donc, en fait, quand j'ai fini tout ça, j'arrive sur 94 et là, je suis infidèle. Je suis infidèle parce qu'il y a à mes Puyuma, parce qu'il y a un contrat qui est en train de se faire entre le ministère des Affaires étrangères et le CACSPI, donc Jacques Lemoine, je retourne, et l'Académie des sciences sociales de Nanning, Sangshin Joulou, si ça vous intéresse, qui est en train de se signer. Donc en 94, un peu en pré-recherche, je pars sur le terrain pendant 2 mois pour voir un peu ce qui se passe dans la région. Et c'est tout. C'est un petit peu one touch, quoi. Puis en 95, le moine me dit non, 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 il faut revenir. Il faut revenir chez moi un petit peu. Le contrat est signé avec l'Académie des sciences sociales. Vous parlez chinois, vous avez été chez les Puyi, il faut partir. Donc, il y a une collègue du LACEMA qui me dit, mais moi, je veux partir avec toi parce qu'elle travaille sur la Thaïlande. Elle est d'ailleurs dans l'énigme conjugale. Elle travaille sur la Thaïlande et elle me dit, moi, je voudrais bien voir les Thaïs de l'autre côté. Donc, on part en janvier-février, ce n'est pas les meilleures périodes parce qu'il fait quand même froid. Sur l'Académie des sciences sociales à Nanning, qui est dans le Guangxi, donc Guangdong, Guangxi et Guizhou après. Donc là, on est bien accueillis, on nous donne un appartement, il n'y a pas de souci. Et on a un collègue, monsieur Zhang Yongping, qui avait fait une thèse de 3e cycle en France. Donc il parle français. Donc ça aussi, c'est aidant pour ma collègue. Et donc on va... alors le sujet, je vais vous le donner, c'était les routes migratoires des Thaïs. Bon, j'avais accepté, hein, mais ça ne m'intéressait pas beaucoup. Donc là encore, je vais louvoyer la stratégie chinoise, un Sun Tzu, je crois qu'il faudra bien qu'on en parle un jour. Donc on part avec les 2 collègues chinois, monsieur Zhang et puis l'autre collègue et puis ma collègue française. Et on part vers Tinhi. Et là, bien sûr, les Chinois, ils ont le don de vous promener, vous faire rencontrer des gens qui ne vous intéressent pas, qui vous racontent des choses qui ne vous intéressent pas, que d'ennui, que de temps perdu. Mais quand même, je leur dis, moi je sais qu'il y a des chamans par ici, le moine m'en avait parlé, donc j'aimerais bien rencontrer des femmes chamanes, enfin des chamanes. Alors on me dit oui, il n'y a pas de problème, donc on m'emmène chez des chamans. Donc avec la collègue, je lui dis, attention, il faut bien repérer le chemin, hein, parce que c'est dans les petites ruelles et tout, là. Donc tu as vu, là on est parti, là on va à droite et à gauche, à droite, etc. Faut bien... Là on est un petit peu dans, comme au Japon, quoi. Il y a le building, il y a l'arbre, il y a le rond-point, mais il n'y a pas d'adresse. Donc, il nous fait rencontrer un groupe de femmes d'un certain âge, etc. On y va plusieurs fois, donc on repère bien notre trajet. Et puis, il y a eu un des jours, il y a une des femmes âgées qui me dit « Mais tu sais, viens tout à l'heure, là, vers 18h, on fait un rituel ici. Il y a Saïlan qui vient, la chamane, tu vas voir, elle est brillante, une jeune. » Ah, je dis d'accord, mais comment je vais faire? J'ai mes 2 cerbères, là. Donc, en rentrant, il n'y a pas d'hôtel, il y a ce qu'on appelle des centres d'accueil, des Jiao Dai So. Donc, en rentrant avec la collègue Annick, je lui dis, il faut y aller ce soir, hein. On ne peut pas rater ça. Moi, je ne peux pas rater ça. Elle dit, mais tu ne peux pas, tout ça. Bon, mais si on va y arriver. Donc, arrive l'heure du repas, on mange très tôt en Chine, 17h, 17h30. Les 2 collègues viennent nous chercher. Je dis, oh non, non, je peux pas, je suis fatiguée, je suis épuisée. Et puis, je suis pas bien, je suis pas très, très bien. Non, non, moi, j'y vais pas. Alors, Annick dit, bah non, moi, je reste avec elle, hein, bien sûr. Bon, ma nurse. Et on regarde là, hop, on les voit qui quittent la cour et tout. Donc, je prends là, j'avais une caméra, puisqu'il y a un film. Donc, je prends la caméra et...
hop, 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 on se faufile et on arrive. Ah, vous êtes là, bah, c'est bien, très sympathique. On assiste à tout, découpage des objets qui vont être offerts et tout ça. J'ai fait des tas d'articles là-dessus. Et puis, bien sûr, excusez-moi, j'ai des tics, on assiste au rituel où la chamane, bien sûr, est voilée et elle a ses sonnailles pour galoper, monter dans le monde de la surnature. Bon, vous avez tout ça dans le film que vous verrez, que j'ai appelé Voyage Voyage au pays des fleurs. Vont vers le pays des fleurs. Et on y passe donc une partie de la nuit, parce que c'est la nuit qu'il y a les rituels. Et puis à 2 heures du matin, on nous dit non, on vous raccompagne parce que vous ne pouvez pas rentrer toute seule comme ça. Donc on nous raccompagne, hop, hop, on va se coucher. C'était bien tard. Donc le lendemain matin, réveil en fanfare. On va au petit déjeuner et là on nous dit mais alors hier soir, en rentrant du repas, on a frappé, hein. Vous n'étiez pas là. Ah si, on était là, on dormait. Hein. Ah si, on dormait. Mais comment ça? Non, on a tambouriné. Ah non, on dormait, on était épuisés. On dormait, mais moi j'étais pas très bien, non. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Alors on a continué à vaquer à nos occupations et puis à aller dans d'autres villages, quelque part à se promener, quoi. Ils m'ont envoyé on allait d'ailleurs dans la vallée des centenaires où il y avait des gens de 104 ans, 107 ans, enfin ce qu'ils disaient. Hein. Il y en a un de 104 ans qui rentrait avec une houe sur l'épaule, poum, 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 poum. J'ai douté qu'il ait 104 ans, enfin il paraît que. Et etc. Donc on s'est bien promené, puis on est rentré à Nanning, bien sûr. Et au moment où on était dans la voiture, celui qui était à côté du conducteur se retourne vers moi puis qui me dit il est bien ton film? Mais j'avais apprécié parce qu'il n'était pas venu nous dénicher. Je n'avais peur que de cela. Je disais à ma collègue, je disais, tu sais, ils vont débouler d'un moment à l'autre et c'est fini, hein, on ne pourra rien faire. Non, ils ne sont pas venus nous chercher. Ils ne nous l'ont pas permis, mais ne nous l'ont pas interdit. Très chinois, hein, parce qu'en fait, ils n'avaient pas l'autorisation, on les a pris de court, ils n'avaient pas l'autorisation de leur direction. Ensuite, quand ils en ont parlé, on m'a laissé tranquille. Quand j'y suis retournée en 96, j'ai rencontré un autre chaman, j'ai fait ce que j'ai voulu. Là, on m'a laissé, la permission était arrivée. Voilà. Mais j'avais fait des copines en 96 à Tinchi, puisque c'était à Tinchi, dont une était une très bonne, elle voulait que j'habite chez elle, je lui disais que c'était pas possible, puis elle m'avait amené ses autres copines, donc c'est elle qui m'avait présenté ce deuxième chaman, etc. J'avais d'abord fait un reportage de photos sur lui, et quand j'y suis retournée plus tard, en 2000 peut-être, là j'avais aussi une caméra, et j'ai pu filmer son rituel, que j'ai appelé sur les 36 routes. Donc j'avais quand même fait un retour en Chine. Donc j'avais un peu abandonné mes Puyuma, mais je crois quand même que j'y suis allée un petit peu. Parce que je ne pouvais pas les abandonner complètement. Et je rentre en 95 de vacances, donc on est retourné, c'est ça. Nous sommes retournés l'été 95, janvier, février, on est retournés dans cette région-là. Je voulais continuer, hein, donc seule quand même. Tout en allant voir mes collègues quand même, mais je n'avais pas de mission là. Hein. Donc en retournant sur ce terrain-là, en rentrant, il y avait un appel téléphonique de Bruxelles. Voulez-vous venir travailler avec nous? Donc je vais partir à Bruxelles.